pour soutenir la future docteure que vous recevez. Mais comme l'enregistrement va être fait donc par Dominique dans l'instant, cet enregistrement figurera donc sur le site des STAPS. STAPS, au fait, signifie Sciences et techniques des activités physiques et sportives. C'est bien cela? C'est exactement ça. Merci, je ne me suis pas trompé. Tout va bien. Alors, puisque vous avez pris la parole, eh bien, je vous la donne véritablement et nous vous écoutons avec beaucoup de plaisir. Tout d'abord, je vous dis bonjour à tous. Yves, excusez-moi, oui. Yves, est-ce que vous pouvez préciser qu'il faut couper les micros? Oui, vous faites bien de le dire, en effet. Ça me permet d'admettre encore une autre personne, là, voilà. Donc, si vous avez la gentillesse de couper vos micros, j'ai l'habitude de dire que ça évite les bruits de vaisselle quand il y en a. Si vous êtes dans votre cuisine, les bruits de miaulement de chats, de pleurs d'enfants, de voitures qui passent, etc., etc. Voilà. Par contre, laissez les caméras. Voilà. Ah oui, vous laissez vos caméras parce que ça, c'est la bonne compagnie. Hein. Et pour couper vos micros, vous allez en bas à gauche de votre écran et vous avez un petit micro, voilà, et vous cliquez dessus pour qu'il soit barré de rouge. Voilà, ben, je crois que nous avons tout dit. Merci donc. Et voilà, vous aviez commencé. Reprenez la parole, Jeanne. Donc, je disais bonjour à tous déjà. Je suis très heureuse d'être ici en cette fin d'après-midi avec vous pour vous présenter mon sujet de thèse. Donc, qui, je l'avoue, est un peu barbare sur le papier. Mais on va voir au fur et à mesure tout au long de cette présentation de ce que je parle et de ce que je recherche exactement. Donc, je vais me présenter. Donc, ouais, je suis Jade Christène. Je suis actuellement en première année de doctorat à l'Université de La Réunion au sein du laboratoire IRIS. Donc, c'est le laboratoire de l'ingénierie, de la santé, du sport et de l'environnement. Diverses problématiques sont traitées dans ce laboratoire et notamment des questions de prévention de santé et tout ceci par l'interface des neurosciences, donc avec l'étude du cerveau, de la biomécanique qui va être l'étude du corps et de la physiologie, donc de ce qui se passe exactement à l'intérieur du corps. Et tout ceci a pour but en fait de développer des techniques et des méthodes afin d'améliorer cette prévention. Alors, pourquoi moi, maintenant, j'étudie la chute? Eh bien, alors, j'ai un souci avec mon… Hop, voilà. Eh bien, nous allons voir que la chute, en fait, est un problème majeur chez la personne âgée, qu'elle soit aussi bien sanitaire qu'économique et sociale. Pourquoi, en fait, elle est un problème sanitaire et économique? Eh bien, la chute chaque année, la chute est la seconde cause de décès accidentel dans le monde. Chaque année en France, une personne sur 3 qui est âgée de 65 ans et plus serait victime d'une chute accidentelle. Ces chutes sont responsables de 12 000 décès par an. Elles peuvent également engendrer chez ces personnes donc leur hospitalisation et leur institutionnalisation précocement. On dénombre en effet pas moins de 125 hospitalisations chaque année en France. Il faut savoir que la coût d'une chute donc chez une personne est estimé à environ 13 000 €. Donc, ce qui fait quand même un coût de 2 milliards d'euros aux collectivités territoriales. Donc, ce qui fait quand même des chiffres très importants chez ce public. D'un point de vue social, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, les chutes sont souvent associées aussi à des traumatismes graves, qui peut être des traumatismes physiques, donc elles entraînent chez les personnes âgées des fractures ou des plaies. Elles peuvent être également psychiques, donc on va avoir ce qu'on appelle le syndrome de la peur de tomber. En général, les personnes n'osent plus en fait marcher ou faire d'autres tâches parce qu'elles ont peur de rechuter. Et tout ceci va impacter en fait la vie sociale de l'individu. Alors, comment ça se passe? En fait, la chute est un cercle vicieux. Donc, la chute va t'entraîner ce qu'on appelle les traumatismes physiques et psychiques
Et tout ceci va entraîner ce qu'on appelle une décompensation, un déclin des réserves fonctionnelles de l'individu. Donc, ce qui veut dire que l'individu va perdre toutes ses fonctions motrices et va perdre au final son déconditionnement physique. Ce déconditionnement va donc participer à la fragilisation de la personne âgée. La personne âgée va donc être de plus en plus fragile. Ceci va se traduire donc par une perte d'autonomie de cette personne, mais également de sa mobilité. Et tout ceci va alors participer à son isolement social. Donc, moins on va marcher, moins on va vers l'extérieur, et plus on va essayer de rester s'isoler de son monde, de son environnement. Et globalement, donc le fait d'agir à la fois sur sa santé et sur le côté social, ça va entraîner la diminution de la qualité de vie de la personne. Ce qui augmente aussi alors le risque de chute encore chez cette personne. Ce qui veut dire qu'une personne qui chute a encore 20 fois plus de chances de tomber à nouveau. Donc ceci, c'est un cercle sans fin. Donc vous allez tomber une fois, cette personne âgée va retomber une seconde fois, et plus on avance, plus elle va chuter. Donc ce qui entraîne précocement justement la mort de ces individus. Mais ça, c'est bien beau. Nous avons des chiffres. Mais d'où provient la chute réellement? Quelle est son origine et quelles sont ses circonstances? Eh bien, nous avons tous déjà expérimenté une chute, mais nous ne pouvons en fait expliquer l'origine même de notre chute. Pourquoi? Parce que la chute en fait a une origine multifactorielle. Si on décompose deux types de facteurs. Nous avons des facteurs dits prédisposants et des facteurs dits précipitants. Alors, plus précisément, les facteurs précipitants, ce sont en fait des facteurs qui sont à l'origine même de la chute et qui interviennent ponctuellement dans les mécanismes de chute. Ils sont souvent liés à l'apparition chez la personne âgée du trouble physiologique, notamment par exemple cardiovasculaire, donc neurologique au niveau du cerveau, ou encore vestibulaire et ou métabolique. Elles peuvent également être liées à l'environnement de l'individu. Donc, c'est par exemple en fait la configuration de son lieu de vie. Donc, si vous avez par exemple des marches, des escaliers chez vous, des marches, un tapis ou un obstacle, peu importe. Et ceux-ci en fait peuvent être aussi à l'origine même de la chute chez cet individu. Maintenant, nous allons parler des facteurs prédisposants. Donc, ce sont ces facteurs-là en fait qui m'intéressent le plus au cours de ma thèse. Donc, ce sont des facteurs qui augmentent le risque de chute chez la personne âgée. Donc, nous allons retrouver l'âge. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve donc, avec ce graphique. Nous voyons en fait que la proportion de chute augmente à partir de l'âge de 65 ans. Et plus nous vieillissons, plus cette proportion ne cesse d'augmenter. Nous allons retrouver également le genre. Donc, le fait d'être une femme nous expose plus facilement au risque de chute. Une femme tomberait en moyenne 4 fois plus que les hommes. Et ceci, ce serait lié à ce qu'on appelle l'ostéoporose, évidemment. Donc, avec la ménopause chez les femmes, cela diminuerait en fait la densité osseuse. Donc, toutes les cellules osseuses que nous avons vont se diminuer, et beaucoup plus vite chez la femme que chez l'homme. Nous avons également des troubles locomoteurs et neuromusculaires ou d'autres troubles comportementaux comme la sédentarité ou la prise de médicaments. De nombreuses études se sont également intéressées aux circonstances des chutes. Il a été observé que les chutes chez les personnes âgées autonomes se produisent dans 60% des cas donc à domicile, et ce au cours de la journée. Celles-ci seraient liées à des troubles d'équilibre et surtout lors de tâches locomotrices, donc notamment lors de la marche, dans 49% des cas. Malgré qu'on ait une connaissance et une description précise des différentes, de la pluralité des facteurs que nous avons et de ces circonstances,
Eh bien, ces informations ne renseignent pas totalement du mécanisme d'apparition des chutes et ne permettent pas de reconnaître si les personnes âgées sont à haut risque de chute ou non. Donc, qu'est-ce que la chute réellement dans ce cas? Parce que pour vraiment déterminer une personne à haut risque de chute, il faut comprendre déjà ce qu'est la chute. Eh bien, la chute en réellement est une succession de phases. Alors, je suis désolée, on ne voit peut-être pas beaucoup sur les images. Alors, comme je disais, c'est une succession de phases. Nous avons tout d'abord une phase de pré-chute. Donc, c'est en fait une phase où l'individu est en état d'équilibre. Donc, quand nous marchons, par exemple, nous avons naturellement un équilibre qui est maintenu. Ou lorsque nous sommes debout, droit, les deux pieds au sol ou sur un pied. Donc, c'est cette phase ici, en fait, lors de ma thèse, qui m'intéresse plus particulièrement. Nous avons après d'autres phases, une phase de pair-chute, que je vais appeler pair-chute, qui dure une fraction de seconde. C'est vraiment entre 0,7 et 1 seconde. C'est une étape, en fait, où l'individu va commencer à perdre son équilibre. Elle va se décomposer en deux phases, donc ce que j'ai appelé une phase passive. Donc, l'individu se retrouve dans un premier temps immobile et puis va subir en fait l'attraction terrestre, donc la gravité de la chute. Et nous allons avoir une phase active qui va suivre. Et ceci, ça va être en fait des gestes que l'on va effectuer pour justement limiter l'impact au sol ou limiter la chute. Nous avons juste après une phase dite post-chute ou qui représente réellement en fait la phase d'impact de l'individu sur le sol ou sur toute autre surface. Mais alors, d'où provient la chute réellement? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la chute est pour nous une déficience posturale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Eh bien, prenons le cas d'un homme quelconque ou de vous-même. Mettez-vous sur un pied, par exemple. Donc, imaginez-vous. Vous êtes alors ce qu'on va appeler un système postural. Donc, ça veut dire que vous représentez une posture. Lorsque vous êtes dans une posture, eh bien, vous allez envoyer, donc votre corps envoie de ce qu'on appelle des informations sensorielles. Donc, ça sera par rapport à vos sens. Donc, ça peut être la vision, les tendons de vos muscles ou encore le sens du toucher avec vos pieds. Donc, ces informations vont être envoyées au cerveau. Le cerveau va intégrer toutes ces informations donc pour représenter votre équilibre et va justement agir sur votre posture par les muscles pour essayer de le maintenir. Ça va jusqu'ici? Alors, il va essayer de le maintenir. Malheureusement, lorsque nous vieillissons, eh bien, ces systèmes-ci sont perturbés. Pourquoi? Eh bien, avec le vieillissement, par exemple, nous avons une diminution de l'acuité visuelle. Nous voyons moins bien. Naturellement, nous allons par exemple avoir des oscillations d'avant en arrière de notre corps beaucoup plus grandes que lorsqu'on est plus jeune. Au niveau du cerveau, par exemple, nous avons ce qu'on appelle de la matière blanche et la matière grise, donc avec les neurones. Eh bien, lorsque nous vieillissons, nous avons une diminution en fait de cette matière blanche et grise, et notamment dans une zone particulière du cerveau que je vais appeler zone frontale, qui est ici, qui est cette zone en fait qui régule en fait la fonction motrice de notre corps. Nous avons aussi des effets au niveau des muscles, donc ce qu'on va appeler une sarcopénie, une dynapénie. La sarcopénie est en fait une réduction de la masse musculaire et la dynapénie est une réduction de la force musculaire. Et donc, tout ce que je viens de citer jusqu'à présent comme exemple peut agir en fait, peut augmenter le risque de chute chez la personne âgée. Mais les déficiences elles-mêmes, elles ne peuvent pas expliquer cette chute. Parce que comme nous le savons, nous sommes quand même des humains. Les humains, ou l'homme en général, est une machine très complexe et qui est capable de s'adapter à son environnement. Donc, qui est capable de
de compenser ses propres déficiences. Donc, c'est un peu comme l'exemple, imaginez-vous en fait un aveugle. Un aveugle ne se repère pas dans l'espace avec sa vision. Il est dépourvu de vision. Et pourtant, il arrive quand même dans son environnement à se repérer. Il utilise en fait d'autres sens qui se développent encore plus. Donc, il va utiliser principalement son oreille interne, l'oreille, pour se repérer dans l'espace. Et bien ici, lorsque nous vieillissons, c'est le même principe. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le contrôle de la posture. Le contrôle de la posture, elle possède deux fonctions. Donc, on a la fonction d'orientation et la fonction de stabilité ou d'équilibre. L'orientation est en fait le positionnement relatif des divers segments du corps les uns par rapport aux autres. L'équilibre est l'état en fait dans lequel l'individu se retrouve en situation d'équilibre. Donc, afin qu'il puisse rester dans cette position et dans l'orientation qu'il le souhaite. Et pour ce faire, pour répondre à ces deux fonctions, il utilise différentes ressources. Donc, on aura notamment le traitement donc, du cerveau. On a également des stratégies de mouvement que lui va avoir, qu'il aura à disposition, mais également ses capacités sensorielles. Donc, par exemple, son sens de toucher, qui sera peut-être surdéveloppé, ou encore son ouïe, ou la vision, peu importe en fait. Il faut vraiment que chaque ressource est individuelle, est vraiment propre à chaque personne. Il met le fait justement d'avoir un trouble dans l'une ou plusieurs de ces ressources, c'est ce qui va créer le déséquilibre chez cette personne et donc conduire, voire même conduire à la chute de cette personne. Mais alors, tout ceci est bien beau. Mais qu'est-ce qu'on va voir exactement en fait au niveau du cerveau et au niveau en fait du corps lors de la chute? Donc, de nombreuses études sont intéressées et nous allons voir en fait quelques exemples de ce qui s'est passé jusqu'à présent lors de la chute. Avant de vous décrire en fait ce qu'il se passe lors de la chute, il est important d'abord de vous faire comprendre la notion de ce que j'appelle le rythme cérébral ou d'onde cérébrale. Donc, ça va être une partie un peu plus complexe. Dans l'approche en fait, des cerveaux, c'est ce qu'ils utilisent exactement pour caractériser les individus qui chutent. Donc, le cerveau, de manière générale, possède une activité électrique entre ses neurones. Lorsque l'on observe de plus près cette activité, il apparaît que le cerveau fonctionne de manière cohérente et rythmique à une fréquence particulière. Et c'est ça que j'appelle onde cérébrale. Les neurones vont s'activer ensemble comme une pulsation et se désactiver, puis se réactiver à nouveau. Un peu comme le battement d'un cœur. Le battement du cœur, c'est le même principe en fait que le fonctionnement du cerveau. Donc nous avons tout ce fonctionnement tous les jours à fréquences particulières. Et selon notre humeur et selon notre état de santé, les caractéristiques justement de ces ondes vont se moduler et se modifier. On distingue dans la vie de tous les jours 5 types d'ondes. Nous avons donc delta, θ, alpha, bêta, donc on ne la voit pas, mais ce serait gamma. Et il existe à l'intérieur de l'onde alpha ce qu'on appelle une onde particulière que j'appelle mu. Dans ma thèse particulièrement, je m'intéresse à cette onde mu et également à l'onde gamma. Pourquoi? Parce que cette onde mu ici, elle est souvent reliée à la motricité des individus. Et tandis que gamma, elle est liée à ce que j'appelle le traitement cognitif. Donc, c'est tout ce que vous avez vu tout à l'heure avec les informations sensorielles qui sont envoyées au cerveau et qui le traitent. Qu'est-ce qui a été observé alors? Donc, une étude, par exemple, a comparé 2 types de publics. Ils ont comparé des personnes dites chuteuses qui ont déjà chuté dans l'année et des personnes dites non chuteurs. Donc ça, c'est vraiment chez des personnes âgées. Vous allez voir un schéma qui est très barbare. Je vais vous expliquer.
Ce que vous voyez ici en orange, ce sont des activations de neurones à une certaine fréquence. Donc, plus cette zone est orangée, et plus vous allez avoir une activation du cortex. Plus la zone est bleue et bleu foncé, plus vous avez une diminution de cette activation. Alors, qu'est-ce qu'elle a montré cette étude? Eh bien, elle a montré une activité différente entre ces deux publics dans la zone dite de ce qu'on appelle pariétale. Donc, c'est cette zone ici, au niveau de votre cerveau. Donc là, vous avez le nez, donc c'est vraiment entre l'arrière et l'avant. La zone du cerveau, donc pariétale, elle sert à quoi exactement dans la vie de tous les jours? Eh bien, c'est une zone du cerveau qui a pour fonction d'assurer la perception et la reconnaissance des informations sensorielles. Et cette étude, elle a montré que les chuteurs présentent une plus grande activation du cortex, donc dans cette zone du cerveau, que les personnes non chuteuses. Vous voyez ici une zone beaucoup plus orangée. Et cela se traduit chez ce public comme une mauvaise intégration des informations sensorielles. Ce qui veut dire que ces personnes, elles sont incapables de traiter correctement les informations perçues par le corps. Et ce qui explique peut-être que ces individus ont des difficultés à retrouver leur équilibre et donc potentiellement beaucoup plus de risques de chute que les personnes non chuteuses. Qu'est-ce qui a été montré aussi au niveau donc biomécanique, au niveau du corps? Eh bien, dans le même cas, ils ont comparé des personnes chuteuses et non chuteuses. Et ces études, elles ont montré que les deux publics avaient des paramètres, donc surtout liés à la marche, très différentes. Ils avaient remarqué notamment une vitesse de marche qui diminuait. On passait généralement, par exemple, d'une vitesse très rapide chez les personnes non chuteuses et plutôt un ralentissement de la marche chez les personnes chuteuses et les personnes non chuteuses, une augmentation de la vitesse de marche. Donc, plus on diminue notre vitesse de marche et plus nous avons on est potentiellement à risque de chute. Ils ont observé également que ces personnes chuteuses avaient une longueur de pas réduite et une irrégularité du pas. C'est-à-dire que c'est le positionnement du pas à chaque marche, donc à chaque avancée, eh bien, était très différente les unes des autres. En général, lorsque nous ne le sommes pas, nous avons naturellement une démarche qui est avec laquelle la longueur de pas est très symétrique et qui justement nous permet en fait de réguler notre équilibre tout au long sans qu'on s'en en rende compte. D'autres études sont également intéressées à regarder ce qui se passe au niveau musculaire. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait au niveau de la contraction même de nos muscles? Ils ont comparé donc dans une étude des personnes jeunes et des personnes âgées. Donc ici, ce que vous allez voir ici, c'est ce qu'on appelle l'activité musculaire de plusieurs muscles. Donc, ce sont les mêmes muscles comparés. Qu'est-ce qu'ils observent entre les personnes jeunes et les personnes âgées? Eh bien, ils ont observé que les personnes âgées avaient un début de contraction musculaire qui était retardé comparé aux personnes jeunes. De plus, ils ont observé également que l'intensité de la contraction musculaire chez les personnes âgées était beaucoup plus faible que les personnes jeunes, mais durait dans le temps comparé aux personnes jeunes. Donc ça, c'est vraiment pour des personnes publiques sains, donc que ce soit jeunes ou âgées, donc vraiment chez les personnes non chuteuses. Une autre étude s'était intéressée en fait à comparer maintenant chez des personnes âgées, mais également chuteuses. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont remarqué que les personnes chuteuses, ici, recrutaient moins de muscles que les personnes non chuteuses. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas suffisamment de muscles appropriés qui seront nécessaires en fait à la bonne coordination de l'équilibre et donc c'est des personnes qui seraient encore potentiellement à haut risque de chute.
Vous allez me dire, bah, tout ceci, c'est très complexe, mais également très intéressant, hein. Mais comment, dans tout ça, nous allons prévenir la chute chez l'homme avec ces différents biomarqueurs que je vous ai cités jusqu'à présent? Eh bien, mon travail est d'identifier justement ces biomarqueurs afin justement de créer une solution technologique dans le cadre de prévention de la chute. Et comment cela va se faire? Eh bien, en fait, il faut imaginer un peu le système automatique de freinage de voiture. Vous savez, ces systèmes qui prend en compte les divers facteurs extérieurs, donc de la voiture, qui est capable en fait d'appuyer sur le freinage pour justement limiter l'impact avec le sol. Eh bien, c'est un peu le même principe qu'on essaierait de faire. Donc, c'est de créer justement, de récupérer ces biomarqueurs cités, de récupérer les facteurs de risque propres à l'individu, donc avec les facteurs qu'on avait dit prédisposants et précipitants, et également voir aussi l'environnement de l'individu. Donc vraiment, le but même après avec ce système-ci, c'est de détecter le plus précocement possible le déséquilibre pour éviter la chute. C'est pourquoi je l'avais dit plus tard que la phase qui m'intéresse le plus dans la chute, c'était la phase de pré-chute. C'est vraiment cette phase-ci, en fait, on veut agir en fait sur la personne pour qu'elle puisse, au cours de la chute, limiter en fait l'impact même au sol. Ou, bien évidemment, limiter complètement la chute. Donc, ce qu'il y a à retenir réellement en fait lors de cette présentation, eh bien, il y a tout d'abord à retenir que la chute possède une origine multifactorielle dont le principal facteur est l'âge. Elle est la conséquence d'une déficience physiologique due à des troubles des ressources mises à disposition de l'individu. Il existe des marqueurs spécifiques à la chute. Nous retrouvons d'abord les ondes cérébrales, donc notamment avec l'onde gamma et ce que j'avais dit, et l'onde mu, qui est liée à la motricité, ou encore des biomarqueurs biomécaniques, donc du corps, avec notamment des paramètres qui sont liés à la marche et à l'activité musculaire chez certaines personnes. D'autres existent encore et c'est le cas, c'est le travail de ma thèse justement est d'identifier ce genre de biomarqueurs pour justement augmenter pour être capable justement de prévenir au mieux cette chute chez ces personnes âgées. L'objectif final sera alors de créer une technologie qui sera capable de prévenir la chute et donc qui serait basée sur le système automatique de freinage. Mais il faut savoir qu'il existe déjà des méthodes de prévention. Donc, plus nous sommes sensibilisés à ce genre de problématiques, donc au moins chez les personnes âgées, et plus nous allons prendre en charge, ou tôt en fait, notre incapacité ou notre vieillissement même de notre corps. Donc, nous allons, par exemple, avoir la mise en place de séances d'activité qui est spécifique justement aux personnes âgées pour la chute, qui sera basée sur un programme d'équilibre soutenu. Donc, il ne faut pas en fait oublier qu'il existe des méthodes de prévention, mais que ces méthodes ne suffisent pas à elles-mêmes non plus à limiter le risque de chute chez ces personnes. Donc, c'est pourquoi en fait nous continuons toujours à travailler sur ce genre de problématiques pour un jour ou l'autre, et on espère répondre pour répondre, comment dire, à réduire complètement ce problème cité, quoi. Bien, je vous remercie de votre attention et de votre courage pour ce sujet qui était assez complexe et dur à comprendre. Et je suis toute oui à vos questions et à essayer de répondre au mieux que je peux.
Voilà, alors les uns et les autres, ou les unes et les autres, vous pouvez réouvrir vos micros et évidemment intervenir, soit oralement en posant votre question, ou bien encore, tout en bas, vous avez conversé et vous pouvez, sur votre clavier, taper votre question. Voilà, alors donc, qui ose prendre la parole le premier ou la première? Déjà écrit quelque chose. Alors, allons-y. Ouais, moi, je veux bien essayer, je veux bien me lancer. Alors, Didier, vas-y, oui. Oui, merci. Merci pour cette visioconférence. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un facteur qui interroge beaucoup, je trouve, la chute chez les personnes âgées. Je voulais intervenir simplement, moi, sur la notion de technologie. Quand vous parlez de technologie par rapport en prévention de chute, je ne vois pas bien de quoi il retourne, très concrètement. Je comprends bien des préventions par des exercices physiques qui pourraient aider à éviter ces chutes je dirais, en améliorant peut-être notre motricité, si j'ai bien compris. Mais la technologie, ça représente quoi pour vous? Alors, comme je le disais, en fait, il faut vraiment imaginer comme le système automatique de freinage de voiture. Vous avez la voiture, par exemple, à une certaine distance. Plus la voiture se rapproche de l'autre, vous avez un bip, une alarme qui va sonner, qui va dire attention, il faut quand même faire attention à son environnement ici. Donc, ralentir pour limiter en fait l'impact. Eh bien, ça va être le même principe. C'est avec son environnement, donc par exemple avec la capacité de l'individu qu'il aura à ce moment même, c'est d'avoir une sorte de radar, si vous voulez, pour prévenir l'individu que ici, potentiellement à cet endroit, il peut avoir une chute, par exemple. Donc, pour que l'individu de lui-même réfléchisse déjà à savoir comment réagir à cet endroit donné, quoi, pour qu'il limite la chute ou même prévenir la chute ici. Est-ce que je réponds à votre question? Oui. Il faut le voir en fait à peu près comme ça. Donc après, si... Oui. Ouais, ça là, c'est comme on va dire comme un radar en fait. C'est vraiment un... Serait où le radar? Excusez-moi, j'interviens très brièvement pour dire à M. Boyer que son micro est réétabli comme il le désire. Et juste dans la question qu'il vient de poser, ce sera pour tout à l'heure, Jade, je suppose, M. Boyer demande s'il est possible d'avoir une bibliographie ou des liens sur le sujet. Voilà. Donc, je laisse la parole à Michel, si vous voulez bien, allez-y. Oui, qui avait commencé à prendre la parole? J'ai entendu où sera le radar. Oui, c'est moi. C'est Christine. Oui. Alors, le radar, quelque chose, ce sera un objet ou ce sera un objet sous la peau? Non, ce sera plutôt un objet externe. Parce que c'est vrai que si vous voulez, les objets quand même, sous la peau, ce sera quand même une intervention chirurgicale. Et ceci, il faut quand même avoir des tests avant et ce n'est pas non plus, on va dire préconisé en gros. C'est très compliqué. En général, toutes les méthodes de prévention qui ont été sorties jusqu'à présent, ce sont vraiment des systèmes qui sont portés. Donc, ça peut être toujours le même principe, des systèmes qui seront portés peut-être à la taille, par exemple, donc fonctionner en tant que radar, et comme les voitures, par exemple, avoir un système d'airbag, donc par exemple pour limiter l'impact au sol en fait de l'individu, par exemple, donc qui se déclenche. C'est pas du tout comme en état de mal épileptique où on implante des électrodes cérébrales. Non, ce serait possible, hein, mais tout ça, il faut quand même des études encore plus poussées que ce qui est prévu jusqu'à présent. Il faut vraiment… Alors, comme je le disais, je suis en première année de thèse aussi également. Donc, mes expériences ne m'ont pas encore permis Enfin, je n'ai pas pu encore effectuer d'expérience. Donc, ce qu'il faut voir réellement, c'est est-ce qu'au niveau du cerveau, il se passe réellement des choses? Donc, pour pouvoir voir s'il y a un système qui serait capable peut-être même d'avoir des implants au niveau du cerveau pour pouvoir agir en fait sur l'individu. Donc, ceci, ça nécessite en fait plus qu'un travail de thèse et il faut encore beaucoup travailler. D'accord, très bien. Oui, allez-y.
Je vois qu'il y a des spécialistes des activités sportives. Là, peut-être vous avez des questions. Jacques, par exemple, ou encore… Oui, vas-y. Jacques, tu m'entends? Jacques Puget. Oui, j'entends, mais je suis un cas un peu particulier étant donné ma pathologie. Je suis atteint de maladie de Parkinson. Ouais. Et bon, je crois que pour un Parkinsonien, je m'en sors pas trop mal parce que ce problème de l'équilibre, je l'ai traité dans mon travail, étant donné que j'étais aussi prof de PS. Et le fait d'avoir traité ce problème de l'équilibre pour des élèves et pour des étudiants, disons maintenant, j'en profite moi-même. Et cette expérience de conscientisation des, comment dire, des perceptions, des perceptions sensorielles au moment des pertes d'équilibre, hein, me rend énormément de service. Ça me permet de, malgré ma pathologie, de pouvoir encore marcher. Alors, j'ai une préoccupation importante étant donné le problème de confinement, c'est que j'ai été immobilisé quand même partiellement pendant 2 mois. Hein. Alors, j'ai beaucoup perdu au point de vue marche, mais je récupère assez facilement parce que j'ai encore cette notion de rééquilibration, si vous voulez. Alors, je sens, en fait, ça rejoint ce que vous disiez, je sens quand je vais perdre l'équilibre. Et ça, c'est sensoriel, je le sens sous la plante des pieds, je le sens inconsciemment avec les perceptions oculaires, etc. Probablement aussi l'oreille interne. Hein. Alors, bon, si vous voulez, j'ai suivi votre conférence avec beaucoup d'intérêt, mais ce qui me manque, si vous voulez, c'est comment on peut arriver à faire profit, à inculquer à quelqu'un qui est déjà vieux ce que moi j'ai comme expérience personnelle. Alors, j'avoue que moi, je l'ai acquis au fil des années, mais c'est quelqu'un qui est déjà vieux. Montrer la tronche du sujet. C'est difficile. Malheureusement, c'est bien le cas. Ça a toujours été une problématique. C'est comment agir chez les personnes qui ne sont pas en fait suffisamment sensibilisées à ce genre de problème, alors que ce sont souvent des personnes vraiment à haut risque de chute. Il a été mis en place, par exemple, je sais, avec la Haute Autorité de Santé en France, donc, qui a été fait à Paris, par exemple, des programmes d'activité physique qui s'appelaient, par exemple, Parachute, donc qui justement a des programmes avec des programmes qui permettent de travailler l'équilibre, et ça a montré en tout cas une réduction de 30% des chutes chez le public qui a subi en fait ce programme-ci. Mais malheureusement, on va dire, ce sont des programmes qui ont été lancés un peu partout, mais non pas globalement sur la France. Donc, pour réellement sensibiliser les personnes, il faut que de nous-mêmes, nous prenons le temps avec ces personnes à leur dire que il faudrait travailler leur équilibre pour qu'ils puissent s'adapter et puis qu'ils puissent aussi limiter en fait ce risque de chute chez eux. En fait, tout va marcher, je pense, aussi du bouche à oreille, puisque on va dire le budget même n'est pas… Le budget même sur les chutes chez les personnes n'est pas non plus faramineux par rapport à tout ce qui a été cité donc, en chiffres jusqu'à présent. Donc, je peux comprendre en fait ce que vous dites. C'est pour ça en fait que nous travaillons également en fait chez des personnes qui ne savent pas en fait, qui sont peut-être porteurs, enfin qui sont à risque de chute, et que ce genre de système-ci, ce serait également pour des personnes qui n'ont pas pu ou avoir en fait ce genre de méthode de prévention également. Très bien, merci.
Merci pour le témoignage d'une part. Et alors donc, il m'est venu à l'esprit, est-ce que vous avez besoin, Jade, dans vos travaux, de sujets qui puissent vous permettre justement de faire une étude plus poussée? Parce que Jacques, qui habite à 3 pas de l'université, serait sans doute un bon recours. Pourquoi pas? Disponible de toute façon. Voilà. Bon, alors voilà, Jacques, tu viens de... Si vous avez besoin de témoignages, moi je peux vous en apporter, certainement. Mais ce ne sont que des témoignages. Maintenant, le fait de ma pathologie fait que je ne peux pas prendre la responsabilité d'une participation et une recherche approfondie. Non? C'est sûr que la maladie de Parkinson, c'est très complexe parce qu'elle permet en fait, il y a énormément de troubles d'équilibre de base, enfin, elle conduit à énormément de troubles d'équilibre, donc avec énormément de troubles de marche, et c'est là où en fait où les personnes atteintes de Parkinson en fait chutent le plus fréquemment. Donc en général, enfin, moi ce que j'étudie réellement, c'est vraiment les personnes qui sont, on va dire, qui n'ont pas de pathologie particulière, mais qui chutent quand même, en fait. C'est vraiment, elles sont atteintes, donc elles vieillissent comme des personnes, comme toute personne, donc leur corps vieillisse, mais qu'elles chutent quand même sans l'apparition de pathologies réellement particulières. Donc ces facteurs sont pris en compte. Donc vous avez la maladie de Parkinson, ça va augmenter le risque de chute chez vous, par exemple. Mais si vous avez d'autres risques, d'autres troubles que j'avais cités jusqu'à présent, donc par exemple, vous avez une difficulté à traiter vos informations sensorielles, ça va augmenter également en fait vos risques de chute. Donc, plus vous avez d'accumulation de ces différents systèmes, et plus en fait vous augmentez vos chutes à un moment donné. Ouais. Et même c'est la peine de se relever. Est-ce qu'une autre personne veut prendre la parole? J'ai vu qu'il y a énormément de questions sur le chat. On peut converser, oui, c'est cela. Donc, oui, je vois Dominique qui dit, j'ai entendu parler d'un 6e sens nommé proprioceptif. Il intervient dans la situation du corps, dans l'espace. Pouvez-vous développer ce qui intervient dans l'équilibre du corps, dans l'espace? Alors, ce que je disais tout à l'heure, ce qui dit le système proprioceptif, ce sont les informations sensorielles. Donc, vous avez par exemple la vision. Vous avez le toucher, vous avez vos tendons, en fait. Tout le corps va renvoyer des informations donc, que nous ne sentons pas. Nous avons une posture quelconque. Mais intentionnellement, en fait, notre corps prend toutes ces informations de votre posture et les envoie au cerveau qui, en fait, lui-même imagine cette posture. Et c'est ce qui fait, en fait, la représentation de votre corps dans l'espace. Si vous avez un décalage de cette représentation de votre corps, donc le cerveau, justement, va faire le rapprochement entre ce qu'il a imaginé et ce qu'il perçoit pour justement essayer de rééquilibrer votre corps dans son espace, pour maintenir cette posture. Des fois, on fait un équilibre qui se rattrape. Très bien. Bon, merci. Est-ce que vous pouvez lire, Jade, la question de Madame, je pense que c'est Skaradek, qui dit peut-être davantage développer les activités physiques dans les écoles. Vous avez la question? En vrai, j'ai pas du tout de réponse là-dessus parce qu'on peut comparer en fait les publics très jeunes des publics âgés maintenant. Parce que lorsqu'on est jeune, en fait, on a une capacité encore une capacité d'adaptabilité à l'environnement qui est encore formidable. Nous avons en fait toutes nos fonctions motrices. Donc, est-ce que, ce serait une très bonne question, est-ce que lorsque nous sommes jeunes et lorsque nous vieillissons, nous gardons en fait réellement cette capacité motrice ou est-ce qu'elle est totalement, ou elle diminue comme tout le monde, comme toute personne? Ça, je n'ai pas du tout la réponse. Donc, je ne sais pas si ce serait mieux, en fait, de mettre des activités physiques dans les écoles ou plutôt, justement, cibler un public particulier. Donc, comme nous avons vu, en fait, que ce sont les personnes âgées, surtout âgées de plus de 65 ans et plus. Donc, plutôt, à partir de ces moments-là, de mettre l'activité physique, justement, pour limiter chez eux ce risque de chute-là. Et vous avez vu la suite de la question, enfin qui est en même temps un conseil, c'est développer au maximum les sensations physiques
pour trouver de la confiance et ne pas développer, avec l'avancée en âge, des peurs anticipatoires. Malheureusement, alors la confiance, je pense que c'est possible à travailler, mais les peurs anticipatoires, en fait, nous avons tout le temps. C'est une chute, lorsque l'on a mal vécu, quand on a travaillé sa confiance ou pas, on aura toujours cette appréhension de tomber. Ouais. Je fais le cas, par exemple, j'ai fait une chute au rugby, je me suis fait le ligament croisé opéré, et depuis, vous avez toujours en fait cette appréhension de tomber, alors que j'ai toujours fait en fait du sport dans ma vie, toujours. Mais c'est quelque chose où psychologiquement ou même peut-être même, je veux dire individuellement, on aura du mal à travailler là-dessus. C'est aussi beaucoup de ressenti de l'individu, de sa chute, de ce qui s'est passé, de ce qui. Donc là-dessus, je ne sais pas comment agir. Alors, votre amie Héloïse, que nous avons eu le plaisir de rencontrer il y a déjà maintenant plus de 15 jours. Donc, Héloïse, vous voyez la question d'Héloïse? Oui, je la vois. Bon. Alors voilà, si vous voulez bien répondre. Alors, la question. Alors, lorsque tu étudies la chute et que tu évalues les fréquences, comment fais-tu pour savoir si le sujet ne simule pas déjà la zone du cerveau relative au maintien de l'équilibre? En fait, quand j'étudie la chute chez un sujet en fait au laboratoire, si vous voulez, vous avez ce que j'appelle. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà, là c'est un exemple d'étude que je vais réaliser au laboratoire. Donc le sujet va marcher donc sur un tapis, par exemple. Il sera en fait maintenu par un système de poulies. Et c'est ce système de poulies en fait qui va générer qui va générer une perturbation. Donc il va perturber la marche d'un individu pour créer justement la chute chez lui. Eh bien, tout au long de cette étape, nous allons étudier en fait ce qui se passe au niveau du cerveau avec des électrodes. Donc, il va être posé sur le cuir chevelu. Donc, dans un premier temps, l'individu va pouvoir marcher normalement. Donc, on va pouvoir en fait mesurer ce qui se passe, quelle est l'activité cérébrale en fait pendant ce temps-ci, et justement déterminer au moment de la perturbation et regarder ce qui se passe en fait tout au long. Donc, nous allons comparer en fait ce qui se passe avant que je perturbe au niveau de l'activité et après de ce qui est perturbé. Et à partir de ce moment-là, on peut voir en fait quelle activité cérébrale peut être liée à l'instant de chute chez la personne. Okay, Bon, Héloïse, est-ce que la réponse vous satisfait? Oui, merci beaucoup pour ta réponse. Bon. Heureux de vous revoir, Héloïse, puisque vous nous avez parlé des plantes médicinales. Et vous n'avez pas une plante à La Réunion qui pourrait permettre comme ça de retrouver l'équilibre, non? Non, mais contre les rhumatismes et les contusions, il doit en avoir. Ah, ben voilà, très très bien. Oui, parfait. Quelqu'un d'autre a encore une question pour sonder tout le savoir de Jade, parce que là, elle nous a fait part que de la partie émergée, j'imagine. Il y a encore de la ressource. Oui, moi j'aurais une autre question. Vas-y, Didier. Oui, je voulais savoir si on s'intéresse aux personnes qui sont malvoyantes ou malentendantes pour savoir comment elles réagissent pour compenser leur handicap. Alors, ce n'est malheureusement pas en fait mes sujets de prédilection pour cette étude, mais je suppose qu'il y a déjà en fait des études qui ont réalisé ce genre d'expérience, oui. C'est vrai que moi, je ne me suis pas posé la question. Enfin, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, que je m'intéresse en fait à des publics qui n'ont potentiellement pas de pathologie particulière. Donc, je ne pourrais pas répondre à votre question, malheureusement. D'accord. C'est juste pour savoir si ça pouvait aider par rapport à la prévention, quoi. Après, comme je le dis tout à l'heure, en fait, il faut imaginer aussi que l'homme, on est capable de compenser ses propres déficiences.
un aveugle va réussir à se déplacer. Donc, par exemple, avec sa canne enfin, une canne ou bien son oreille interne, en fait, dans son espace. Donc, il y a forcément des liens aussi à faire. Mais je ne pourrais pas non plus vous en dire plus sur ce sujet. Bien. Quelqu'un d'autre encore ou bien nous allons clore la soirée? Alors, je ne sais pas si dans l'esprit de quelques-uns, il y avait encore cette vieille image des études des activités sportives dont on disait par moquerie un peu méchante que ouais, il suffit de savoir taper dans un ballon et puis pour réussir en STAPS. Vous voyez le haut niveau de réflexion que Jade vient de nous présenter et qui représente une vraie figure aujourd'hui des activités physiques et sportives et des recherches qui sont faites. C'est remarquable et on peut imaginer, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y ait des systèmes mis en place avec des airbags, par exemple, des choses comme ça, qui permettent d'éviter les chutes brutales. Donc, l'avenir est vraiment ouvert et je suis heureux de saluer des jeunes chercheuses comme vous l'êtes, Héloïse, que je resalue encore au passage parce que vous faites vraiment progresser la connaissance et heureux quand on voit. Hein. Personne ne ne dira plus, ou tout au moins, la chute, c'est une histoire dépassée. Formons-en le pas. Bien, à toutes et à tous, je renouvelle mes amitiés et j'espère pouvoir vous retrouver. Alors, la semaine prochaine, ce sera sur une bactérie qui cause le flétrissement des plantes à Madagascar. Et bien évidemment, tout ce que nous allons apprendre sur les plantes à Madagascar peut nous être utile également pour comprendre ce qui se passe aussi à La Réunion. Donc, vous êtes invités et faites savoir autour de vous que les conférences en visioconférence ont autant d'intérêt que lorsqu'elles se donnent en salle, croyez-le bien. Bienvenue encore la prochaine fois et merci d'avoir été des nôtres ce soir. Voilà. Bien, chacun retourne chez soi. Il est presque l'heure de mettre la soupe à chauffer. Bonne soirée donc et un très grand merci. Alors vous pouvez actionner, excusez-moi, dans les réactions. Voilà, à défaut d'applaudir physiquement parlant, vous pouvez le faire avec la petite main qui se trouve dans réaction. Merci Jade. Merci. Merci. Donc à la prochaine fois. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Au revoir. On recommence.